Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. 4 mois, 5 jours, sans nouvelles de Chérif Diallo. Nous pensons encore ce matin évidemment à ce journaliste d'Espace TV disparu, donc 4 mois, 5 jours. Merci à vous qui nous écoutez sur Milo FM, non plutôt Zali FM du côté de Zéré Corée. Merci de votre fidélité. On s'intéresse évidemment à notre invité ce matin, vous le voyez à l'écran, Dr Abdoulaye Keïta, ancien coordinateur donc de EDG. Dans un instant, on s'intéresse à lui, évidemment, on va revenir longuement, pourquoi pas, sur sa gestion du côté d'EDG, mais en même temps, oui, ce livre, qui vient de publier, donc il vient d'ailleurs de publier aux éditions publiques, 2 ouvrages sur l'économie. On va s'intéresser à lui dans un instant sur Radio Espace. Djibril, on va continuer à faire le saut, évidemment, en ce qui concerne cette question d'université. Oui, c'est vrai. Quand j'écoute Moussa, entre les arguments déclinés par les fondateurs d'universités, ceux avancés par les concepteurs de cette plateforme, je serais plutôt tenté de me ranger du côté du second camp. Pourquoi? Parce que il faut quand même, je vais sur un postulat, c'est le principe de la présomption de bonne foi. C'est la première fois qu'on expérimente ce système, donc à ce titre, il faut lui accorder le bénéfice du doute. Deuxièmement, je pense que ce système et cette plateforme a quand même le mérite de nettoyer, de procéder en quelque sorte à une sorte d'épuration sélective. Parce que cette plateforme, j'en suis sûr et certain, permettra à l'État de suivre avec efficacité l'effectivité de la présence des étudiants en classe. Parce que vous savez, les étudiants sont assez mouvants d'une année à une autre. Vous avez un étudiant qui fait cette année en Guinée et qui, l'année prochaine, va en France. Donc, avant, l'État ne pouvait pas contrôler tout ce flux-là. Je pense que c'est un système qui révolutionne. C'est un système qui minimise en quelque sorte, à défaut d'anéantir les risques de prévarication, mais qui les rend résiduels. Mais en revanche, quand on analyse un peu les arguments qui sont avancés et déclinés par les fondateurs d'universités, je pense qu'il faut prendre ça à l'aune de la rivalité entre universités sur fond de répartition des quotas. En clair, c'est en quelque sorte une course effrénée vers le gain. Parce que je ne vous apprends pas, la mine, la moyenne payée par l'État pour chaque étudiant varie entre 4 millions jusqu'à 12 millions, selon les filières. Donc, ça représente une manne financière assez importante. Donc, cette plateforme qui offre la possibilité aux étudiants de faire un choix raisonné et éclairé, ce qui n'était pas le cas avant, et qui réduit de fait la marge de manœuvre des universités, ne peut pas forcément plaire aux fondateurs d'universités, dont l'argument principal est de dire on n'a pas été associé. En fait, c'est un argument c'est l'arbre qui cache la forêt. Les fondateurs, à mon avis, auraient voulu être associés à la conception de cette plateforme pour contrôler en quelque sorte son contenu. Je pense qu'aujourd'hui, l'État perd énormément d'argent parce qu'il y a énormément de magouilles au niveau des universités privées. Ouais. Et je pense qu'il faut saluer la venue de cette plateforme parce que l'État peut gagner des saignées, peut rattraper en quelque sorte des saignées financières, ce qui n'était pas le cas avec l'ancien système. Donc, il faut prendre les arguments avancés par les fondateurs d'universités avec les pincettes. Il faut surtout les analyser à l'aune de leur volonté à gagner plus sur l'État.
ce que ce système vient réduire considérablement, Lamine. Voilà, Madame Yoro, pour clore là-dessus. Non, ce que je voudrais, Lamine, je pense qu'il faut qu'on soit au diapason du monde. Ouais. On a évolué, je pense que c'est une innovation, pour une fois en Guinée. Ça va permettre aux étudiants d'aller sur Internet, ceux qui n'avaient pas l'habitude d'y aller. Ça va permettre quand même d'avoir une certaine même mise sur les orientations et ce qui va se passer. Ça va pousser des étudiants à travailler beaucoup plus dans les filières de leur choix. Parce qu'avant, ça se faisait au hasard. Pratiquement, quelqu'un peut se retrouver quelque part dans un domaine qu'il ne maîtrise pas. Quelques années plus tard, il est obligé de changer d'option. Je pense qu'il faut aller avec ça. Il faut évoluer. Il faut quand même, ce que je voudrais dire, sortir de ces intérêts égoïstes. Parce que oui, je ne vais plus recevoir autant d'étudiants que je ne le recevais de par le passé. Si cette innovation nous permet d'avancer, de contrôler comment se font les orientations, d'éviter la corruption dans ce système, parce que nous savons comment ça se passe, je pense qu'il faut partir avec. Il faut tenir bon, parce que ceux qui n'ont pas leurs intérêts feront tout pour mettre le pied là-dessus. Voilà, Madame Yoro. Allez, Ahmed. Écoutez, moi je pense que c'est parfaitement clair ce que les uns et les autres ont dit. On n'est pas là pour gérer les intérêts de quelqu'un, c'est pour faire avancer le pays. Je pense qu'il y a un nouveau système qui a été mis en place. C'est ce système qu'il faut plutôt encourager. Ce que je veux dire, je pense que, à mon avis, les responsables d'université n'ont pas été aussi clairs, surtout lors des interviews que nous avons eues avec eux dans ce studio. Parce qu'on nous dit non, on n'a pas été associés, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Comment est-ce que ceux qui ont conçu la plateforme savent la capacité d'accueil d'une université? Comment est-ce qu'ils ont su cela? C'est parce qu'ils ont été quelque part informés. Ouais. Et on nous informe qu'ils ont aussi un code qui leur permet de vérifier combien d'étudiants ils ont eu. Alors quand on avait Dr Ousmane Kaba dans ce studio, il nous disait qu'ils n'avaient pas la possibilité de savoir combien d'étudiants se sont inscrits dans leur université. Je pense qu'à un certain moment, il faut une certaine clarté. La plateforme Joliba, je l'ai signalé, il y a des couacs qui peuvent être corrigés. C'est une révolution, il faut l'accompagner. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, vous le voyez à l'écran évidemment, Dr Abdoulaye Keïta. Oui, avec cet ouvrage, voilà, il faut le dire, dynamique économique moderne et exercice corrigé. On va s'intéresser à lui, Ahmed Kamara. Notre invité ce matin, docteur, bonjour et bienvenue chez les GG. Bonjour. Voilà. Merci d'avoir donc répondu à notre invitation. Un document que vous venez donc de publier, concrètement, ça parle de quoi? Et on sait très bien que vous étiez donc coordinateur de EDG. Ouais. Après la fonction, qu'est-ce qu'on devient? On devient consultant. Bon, je remercie d'abord les GG, le groupe Espace, pour m'avoir donné l'opportunité de présenter ces deux livres. Je ne vois qu'un seul livre, alors que c'est deux livres que j'ai publiés à l'opinion nationale et internationale. Aussi, de prouver aux autres cadres de l'administration que perdre un poste n'est pas la fin du monde. Ouais. Donc, lorsque vous quittez un poste, ne tombez pas dans le désespoir. C'est ainsi qu'après mon poste de coordinateur général, je me suis consacré à un programme de doctorat avec l'Atlantic International University de l'État de Hawaï, mais un programme que j'ai suivi en ligne. Beaucoup pensaient que j'étais aux États-Unis, mais j'étais là, j'étais concentré sur ça, j'ai resté au bureau jusqu'à 2h du matin. Donc c'est un programme que j'ai suivi. Et en même temps, j'ai préparé plusieurs livres, dont les 2 qui sont maintenant publiés, d'autres sont en cours. Et ça aussi, c'est vraiment pour contribuer à la formation du capital humain dans notre pays, contribuer à la formation de la génération future, parce que, vous savez, depuis 1994, j'enseigne dans les universités. Justement, je vais en venir là-dessus parce qu'on vous attendait moins, si vous voulez, dans ce domaine-là. Pourquoi le choix de cet ouvrage? En fait, je suis économiste. Ok. Je suis économiste de formation. J'ai fait l'université Gamal Abdel Nasser. Ensuite, d'autres formations au Burkina Faso. Ensuite, en Côte d'Ivoire, l'université de Cogodi au programme GPE au compte de la Banque mondiale. Ensuite, en France. Et tout dernièrement, avec
l'Atlantic International University des États-Unis d'Amérique. Ouais. Quelque part, c'est comme si, je vais dire, cette passion vous suivait, parce que quand vous étiez coordinateur du côté des DG, on a vu pas mal de satisfecit, si on peut se dire comme ça, en tout cas des cérémonies qui partaient dans ce... Expliquez-nous un petit peu. On vous a mis là, docteur Abdoulaye Keïta, parce que vous étiez un activiste du RPG Arc-en-Ciel, parce que tout sur le fond, c'est très important. Je le suis toujours. Voilà, je sais que vous êtes toujours. On va toucher à ce qu'était le docteur Abdoulaye Keïta, coordinateur de EDG. Parce que cette face, je pense que tu as bien fait de noter face cachée. Moi, j'aurais jamais imaginé que M. Keïta avait aussi ce penchant pour l'écriture. Moi, je voyais beaucoup plus quelqu'un qui avait un ingénieur en électricité. C'est son troisième essai, parce qu'il avait écrit auparavant un livre sur la problématique énergétique. Mais dans notre pays, il y a une sorte de coutume. Lorsque vous occupez un poste, après votre départ, il y a un audit. Il y a des comptes rendus qui sont donnés. Il y a une sorte de schéma qui est fait sur votre image et qui risque d'être collé à vous tout au long de votre vie si vous ne trouvez pas le moyen de vous expliquer et de donner des détails. Et ce matin, on a besoin de quelques détails. Quand vous étiez à la tête de DG, il y a eu par exemple des soupçons de scandale autour du marché de Kama. Vous connaissez bien cette entreprise, je pense à la tête de laquelle se trouve un Malien, si je ne me trompe pas, une entreprise malienne d'ailleurs, et aussi concernant la gestion de l'octroi du marché des transformateurs. Pour en venir d'abord à ces deux trucs, mais je veux d'abord commencer par l'entreprise Kama. Comment ce contrat s'est passé? Dans quelles conditions cela a été fait? Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tout s'est passé dans les règles de l'art? Je suis très content d'être en face de vous parce que, vous savez, chez nous, on donne plus d'importance aux rumeurs qu'à la réalité. Lorsque ce problème s'est posé, personne n'est venu me demander... Non, nous on a cherché à vous avoir dans ce studio, mais voilà, non, s'il te plaît. Personne n'est venu me demander. Parce qu'à l'époque, c'était difficile, le déplacement était difficile pour moi, il faut le reconnaître. Mais j'ai toujours répondu à vos appels. Je suis toujours intervenu dans cette émission par coup de fil. Ok, il était question d'électrifier les préfectures. Mais les DG n'avaient pas les moyens. L'État était sous programme PPTE. Donc, n'avait pas les moyens non plus. Qu'est-ce qu'il fallait? Nous avons fait des consultations. Et il y a eu l'entreprise Coin et Bélier qui a fait des propositions, qui était prête à électrifier 10 préfectures seulement à 40 millions de dollars. Donc en clair, est-ce que c'était un contrat gré à gré? Non. Bon. Il y a eu bel et bien des consultations. Donc Coin et Bélier proposent 40 millions pour 10 préfectures. Donc 33 préfectures, ça va faire combien? Donc, ça fait... Alors que la société Kama a proposé 53 millions pour les 33 préfectures. Ça, c'est un. Deuxièmement, le Coin et Bélier n'avaient pas le financement. Donc, voulaient que l'EDG finance, ou bien l'État. L'EDG n'avait pas les moyens, l'État n'avait pas les moyens. Et même si on avait les financements, on ne pouvait pas lui donner le marché. C'est ainsi que Kama a été choisi. Donc, il y a bel et bien eu de consultations. Et la société Kama, ayant la possibilité financière de préfinancer ces investissements, a eu le marché et devait réaliser l'électrification des 33 préfectures et que à la longue, nous, on allait lui rembourser sur une période de 7 ans avec un moratoire de 2 ans. Alors, le constat sur le terrain, c'est, si je peux me permettre, est-ce que ces 33 préfectures ont été électrifiées? Est-ce que c'est effectif sur le terrain? Voilà. Aujourd'hui, les travaux sont en cours. Comme je ne suis plus un représentant légal du secteur de l'électricité ou de l'énergie, j'explique tout juste ce qui s'est passé. Oui, mais vous êtes non, s'il vous plaît. Vous êtes garant de cette société parce que c'est vous qui avez permis à la société de s'installer. Les grandes gueules. Vous n'allez pas vous aventurer là-dedans, mais est-ce que vous êtes choqué de l'évolution de la situation? S'il te plaît, j'ai trouvé la société en place. La société était là 3 ans avant que moi je ne sois là. Donc, quand vous voulez
avoir les informations réelles, rendez-vous sur le terrain. Allez-y demander à la société à quelle date elle a été installée en Guinée. Donc, bref. Qui a donné le marché à Kama? Ces travaux, c'est l'EDG. Ces travaux sont en cours. Ils étaient planifiés pour combien de temps? Voilà, le délai d'exécution. Le délai d'exécution était de 2 ans. Mais quand moi j'ai quitté, beaucoup ont pensé que c'était du gré. Donc, il y a eu ces problèmes-là. Ils ont essayé de retarder les choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y avait des soupçons quelque part. Il y avait des soupçons, mais tout a été clair. Attendez, je vais vous montrer. Donnez-moi le truc là. Voilà. Allez, Jacques. De son ordinateur. Voilà. Ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de revenir un peu sur les chiffres, parce qu'il a donné 2 chiffres il y a un instant, en ce qui concerne ces sociétés. Et 58 millions de dollars. Non, 53 millions de dollars. 53, pardon. Voilà, c'est très important. Donc, il serait super intéressant quelque part de revenir longuement là-dessus, parce que, à dire, je sais aussi que beaucoup de sociétés fonctionnent comme ça. Aujourd'hui, quand on dit oui, on peut préfinancer juste, et puis derrière, on a le marché. On sait très bien, même dans le domaine BTP, ça se passe souvent comme ça. On a du mal à. Donc, selon le code des marchés publics, lorsqu'un prestataire ou un investisseur apporte le financement, automatiquement, on peut lui donner le marché. Ça, même s'il y a différence de prix. Non. La différence de prix... Attends. Mais si. Non, mais c'est important. Je vais juste comprendre. Non. C'est différent. Des grandes gueules. 40 millions pour 10 préfectures, 53 millions pour 33 préfectures. Vous voyez la différence? Bien. Ok. Donc, s'il y a différence de prix et que l'autre a le financement, en ce moment, on négocie avec lui qu'il accepte le prix. Parce que, non, si on a des références, on a des ingénieurs qui font des études préalables. Donc, dans le cas de charge, nous savons exactement à peu près combien ça peut être. Est-ce que vous comprenez? Je comprends très bien. Donc, aucun investisseur ou président ne peut tromper une entreprise crédible. Bien. Allez. Par rapport à la crédibilité, voilà 3 rapports d'audit. 3 rapports d'audit qui ont apprécié ma gestion. Donc, je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. 3 rapports d'audit qui ont apprécié et qui ont... Donc il y a une erreur quelque part à la fin du compte, parce que si vous montrez à face caméra qu'il y a 3 rapports d'audit, et bien du jour au lendemain le président se dit non, s'il vous plaît. Non mais c'est important. Laissez-nous poser des questions, c'est important. Commandité par qui? C'est des rapports qui ont été financés par la Banque mondiale, qui est une institution crédible, et des auditeurs ne sont pas des auditeurs guinéens. C'est des auditeurs qui sont venus d'ailleurs. Et ils ont apprécié ma gestion, ils ont apprécié le fait que nous avons amélioré les recettes de 230%. Et pourquoi vous avez à la fin du compte? Il y a quand même... Il faut qu'on pose la question. Il y a le départ. Pourquoi vous enlevez? Je pense que ça ne répond pas... Non, moi je veux pas plutôt au résultat. Parce que comment est-ce que vous pouvez expliquer aujourd'hui le manque de résultats? Parce qu'en fin de compte, ce que le citoyen regarde, c'est l'énergie. Au fait, l'électricité, nous ne l'avons pas eu pendant tout le temps que vous étiez là. Comment est-ce que vous pouvez expliquer? Et le président lui-même a dit que c'est le secteur où il a consenti énormément d'efforts et pour pas grand-chose. Dans ce domaine-là. Par rapport à ça, les résultats, je pense que en économie, il y a ce qu'on appelle le délai de réponse. Lorsque vous voulez augmenter la quantité de mangue aujourd'hui en Guinée, en faisant des plans, il faut faire d'abord des pépinières, planter ces trucs. Avant que ces mangues ne commencent à produire, il vous faut une période minimum de 3 à 4 ans. Quand vous voulez augmenter la quantité de café en Guinée, vous plantez, vous augmentez le nombre de plants de café, il vous faut une période de 3 ans. Donc, en clair, on ne vous a pas laissé le temps. Voilà, en clair, lorsqu'on commence un investissement, ce n'est pas tout de suite qu'on voit le résultat de l'investissement. Donc le président... Regardez, on a commencé Caleta en 2011. Aujourd'hui, tout le monde voit l'effet de Caleta. Mais quiconque vous disait Caleta va commencer à produire l'électricité en 2012-2013 aurait menti. Alors, au niveau de la gestion des recettes... Par rapport à l'électrification, c'est quel genre d'électricité? L'électrification des 33 préfectures, est-ce que c'est à travers des panneaux ou bien des barrages? Qu'est-ce que la société devait faire? La société devait d'abord mettre le réseau en place. Ensuite, pour un premier temps, mettre les groupes. Et un deuxième temps, mélanger avec l'énergie verte, c'est-à-dire des panneaux solaires et autres. Voilà.
Donc, c'était ça. Alors, dites-nous comment se passait la gestion des recettes au niveau de DG, parce que ça a été aussi... La gestion des recettes? Oui, ça a été aussi l'autre reproche qu'on vous a fait après votre départ. Il y avait des perditions financières. Non, s'il te plaît. Non, je vous dis clairement pour vous donner la possibilité... Attendez. Oui. En tant que journaliste, vous ne devez pas comporter les rumeurs. Vous êtes là, je le dis devant vous. Non. Devant vous. Un rapport d'audit est un fait concret. Pour moi, scientifique, je m'en tiens là. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place? Attends. Oui. Les recettes, nous avons augmenté les recettes. 230%. De 7 milliards, on est venu à 22 milliards. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça, c'était avant même qu'il y ait une addition de capacité additionnelle. Vous comprenez? Nous avons... Mais comment expliquez-vous tous ces scandales qui ont été ébruités? Mais il n'y a pas eu de scandale, c'était des montages. Alors, c'était des montages. Alors, pas eu de scandale. Alors, c'est clair qu'au bout de... Oui, mais le président quand même vous a limogé et c'est un président qui à chaque fois... C'est quand même un président qui dit à chaque fois qu'il a été trompé. Alors c'était d'un coup monté. Expliquez-nous... Non, mais il n'a pas dit, mais il a dit qu'il a quand même été trompé dans ce secteur. Allez-y, Ahmed. Alors, le président dit qu'il s'est fait tromper, et vous dites tout de suite que c'était des montages. Qui vous en voulait autant? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour qu'on en arrive à votre départ de EDG? Tous ceux qui occupent des fonctions vont quitter. Ouais. Oui, mais à la manière... Attends, s'il vous plaît. Tous ceux qui occupent, même demain, il y en a qui vont quitter leur poste. Ça, c'est pas un problème. Ce qui est important, quand vous occupez un poste, le jour où vous quittez, si vos collaborateurs regrettent, ça veut dire que vous avez été bien. Si vous laissez des actes concrets sur le terrain, ça veut dire que votre passage a été utile. Voilà, Dr Abdoulaye Keïta, notre invité ce matin, va s'intéresser à cet ouvrage. Peut-être que encore des questions, allez-y. Est-ce que vous connaissez quelques rayons sur la présence de cette société mauritanienne du côté de Tombo Non, je n'interviens plus sur le reste, parce que je ne suis plus un représentant du secteur. L'objet de ma présence ici... Bien, c'est l'ouvrage. Voilà. L'objet de ma présence ici, c'est... Non, mais ça c'est super intéressant de savoir un petit peu aussi comment vous avez géré. Docteur. Oui, si, c'est important. Non. La société mauritanienne, non, je ne suis pas autorisé à parler sur quoi que ce soit. Bien, allez. Sur la politique, sur la... Oui, à l'époque, si on m'avait invité, j'allais développer. Bien, allez, il n'y a pas de problème. Dr Abdoulaye Keïta, notre invité ce matin, mesdames et messieurs, chez les jugés. On va s'intéresser à Ahmed Kamara, cet ouvrage. Oui, ce sont les ouvrages. Voilà. Parmi ces ouvrages, il a également publié sa politique concernant l'énergie. Alors, moi, la question que je veux poser à M. Abdoulaye, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la Guinée est sur une bonne ligne dans cette politique, énergétique? Une très bonne ligne. Et donnez-nous selon vous, quels sont les repères? Kaleta est un exemple. Voilà. Jacques Lewalino? Oui, si on revient, n'est-ce pas, à votre ouvrage, Dr Keïta, et vous partez de quel constat? Parce que nous voyons là que c'est un document qui est destiné aux étudiants en économie. Et surtout des questions, parce que quand vous dites comment stimuler la croissance, entre autres, quelle politique budgétaire, fiscale, monétaire, l'État doit-il adopter? Peut-être que vous avez la réponse à ces questions-là. Bien sûr. Allez-y. Bon. D'abord, je vous ai expliqué tantôt l'objet de ces deux livres. Je ne reviens plus sur ça. Par rapport au contenu, ici, après avoir parcouru plusieurs documents en sciences économiques, nous nous sommes rendus compte que la plupart des économistes ont fait des écrits, des propositions par rapport aux problèmes économiques de leur pays ou de leur continent. Et on s'est rendu compte que ce sont ces schémas qui sont souvent imposés à nos pays, mais qui n'ont pas forcément les mêmes réalités. Et nous nous sommes sentis obligés de faire des propositions concrètes pour la croissance et le développement économique de notre pays, de nos continents. Notre continent, je m'excuse. C'est ainsi que nous avons écrit ce livre en indiquant un modèle AL. Le modèle AL est une création, est notre création. Nous allons revenir sur ça plus tard. Mais avant ces modèles,
avant ces modèles, il y a eu beaucoup d'autres théories économiques, beaucoup d'autres modèles de développement, de croissance. Donc pour vous, on est complètement déconnecté hein, si on se base un petit peu sur les pays sous-développés. Parce que vous dites, votre modèle, le modèle AL, et vous le dites bien, un modèle de croissance économique. Oui. C'est quoi la recette finalement à la fin du compte? Voilà. Avant d'arriver sur le modèle AL, nous allons parcourir certains modèles qui ont précédé ce modèle-là. Vous savez, l'année 1929 a été une année de bouleversement. Bouleversement des faits économiques et bouleversement de la théorie économique. Bouleversement des faits économiques parce que la crise de 1929 était une crise économique, bien que les conséquences sont nombreuses, mais parmi elles, nous pouvons citer la Deuxième Guerre mondiale comme étant l'une des conséquences de la crise de 1929. Donc ça, c'est des grands faits qui ont bouleversé les faits économiques. Maintenant, bouleversement de la théorie économique parce que, avant 1929, la plupart des théories avaient une vision primaire qu'on appelait la théorie économique classique, une vision primaire et individuelle de l'économie. Donc pratiquement, on ne parlait que du comportement individuel des agents économiques. Le modèle AL, voilà. Pour les citoyens lambda qui nous écoutent, c'est quoi le modèle AL? Oui, il faut partir de là pour comprendre mieux ce que veut dire le modèle AL. Donc, pratiquement, cette théorie classique disait que le marché a la capacité de s'autoréguler. Ça veut dire que l'État ne doit pas intervenir. Avec la loi de l'offre et de la demande, le marché peut s'autoréguler. Mais on s'est rendu compte que la crise qui était une crise de surproduction, où des milliers de tonnes ont été incinérées ou déversées à la mer, où des grands bourgeois, beaucoup se sont suicidés, on s'est rendu compte que cette réalité-là, cette théorie n'est plus valable. C'est ainsi que l'économiste britannique John Maynard Keynes a proposé, à l'époque il était gouverneur de la Banque d'Angleterre, il a proposé au gouvernement britannique de distribuer à partir des travaux créés, quelle que soit la nature des dépenses, distribuer de l'argent pour permettre aux citoyens d'acheter les marchandises, la production des entreprises. C'est ce qui a été fait et ça a porté fruit. D'accord. C'est à partir de là que cette théorie est née et a fait près d'un siècle de succès. Alors concrètement, qu'est-ce que vous vous proposez aujourd'hui? J'en viens. Donc, à partir de là, mais on s'est rendu compte vite que la théorie keynésienne a deux limites. C'est une théorie qu'il faut appliquer forcément au sein d'une économie fermée ou semi-fermée, mais c'est une théorie aussi qui n'est valable que sur le court terme. Ainsi, il y a des néo-keynésiens qui ont essayé de réformuler cette théorie pour l'adapter au long terme. Vous savez, tout le monde n'est pas économiste, ça peut être un peu compliqué pour eux. Dans ces contextes-là, alors c'est pourquoi, voilà, ça peut être un peu compliqué pour eux. C'est dans ces contextes que l'économiste américain Domar, FC David Domar, a essayé. Docteur Keita, s'il vous plaît, on va gagner en temps. Si on revenait à la Guinée, je pense que ça allait être... Je résume là. Voilà, c'est dans ces conditions qu'il, lui, il a élaboré son modèle où il a exigé pour... Les grandes gueules. Des déséquilibres, qu'il faut que l'effet capacité de l'investissement soit égal à l'effet de revenu. D'accord. Pour lui. Et après lui, il y a l'économiste britannique Harrod qui a exigé encore d'autres conditions de la croissance équilibrée plus contraignantes. C'est-à-dire, Harrod a posé comme condition l'égalité entre le taux de croissance naturelle, c'est-à-dire le taux de croissance de la population. Mais ce qui serait bien, docteur, c'est de s'intéresser franchement à votre ouvrage. Oui, attendez. Vous posez des questions. Mais tout ça, c'est tout dans l'ouvrage. Je comprends très bien. Voilà. Je comprends très bien. Parce le taux de croissance. Non, mais il y a le temps. Pas que lui dans ce sujet. Il faut penser aux auditeurs aussi. Pour lui, il faut que le taux de croissance les grandes gueules de la population soit égal au taux de croissance de l'économie. Bien. Et qui satisfait aussi le taux de croissance qui... vous parlez d'économie. Comment interpréter les crises aujourd'hui? Parce que vous posez cette question. Laissez-moi aller jusqu'au bout. C'est très important, docteur. S'il vous plaît. Donc c'est ainsi qu'il y a eu d'autres économistes néoclassiques qui ont essayé encore de réformuler la théorie néoclassique, tels que Robert Solow, qui ont toujours
parler des conditions de la croissance équilibrée. Nous, c'est Dr Abdoulaye Keita qui nous intéresse. Oui, bien sûr. Mais voilà. Oui. Allez-y. Donc, après Robert Solo, il y a eu aussi... Dr Keita, est-ce que vous pouvez aborder voilà. les modèles économiques utilisés en Guinée pendant ces dernières années? C'est ce qui nous intéresse, franchement, docteur. Je pense qu'il est presque vers la fin. On va le laisser développer rapidement. Allez-y, allez-y. Maintenant, mais moi, c'est son ouvrage qui m'intéresse, franchement. C'est l'aboutissement. Tel que Caldor, allez-y, docteur. Robinson, Pazinetti, qui ont évolué dans le... Les grandes gueules. Et à la suite de tout ça, qu'est-ce qu'on a constaté? On s'est rendu compte que ces théories ne sont pas adaptées forcément à nos pays. C'est ainsi que nous avons élaboré ce modèle. Modèle AL. Oui. Ce modèle veut dire quoi? Vous voyez Y qui représente la production, mais quand vous prenez la fonction de production cope de glace, où Y correspond à A, K alpha et bêta et L bêta, dans ce processus, quand vous prenez le processus de production, nous, on s'est rendu compte que la production s'est faite avec la matière première. Cette matière première transformée par le facteur capital et le facteur travail. Au finish, vous avez le produit fini. Et ce produit fini va où? Au marché. Voilà les 6 éléments du processus de production. Voilà, docteur Abdoulaye. Maintenant, allez, quand vous regardez l'Afrique, l'Afrique est un continent qui possède près de la moitié des ressources naturelles au monde. Mais pourquoi on est toujours en retard? C'est inacceptable. L'Afrique a la main-d'œuvre, le capital humain, mais que nous devons encore former plus. L'Afrique, après la production, a le marché. Donc, ça veut dire que dans le processus de production, nous avons tous les éléments, sauf le capital physique. Alors, c'est quoi le problème? Et ce capital physique, non seulement nous ne l'avons pas, mais on n'a pas non plus les moyens financiers pour nous permettre de l'acquérir. C'est quoi le capital physique? Les industries, les moyens de... Non, donc, en fait, vous posez des questions, des équations dans votre ouvrage. C'est purement technique. Oui, je comprends très bien que c'est purement technique. Nous, on a envie de comprendre. Donc, nous avons dit que la paupérisation et le sous-développement en Afrique est une situation anormale. Très bien. Vu les grandes potentialités, la faune, la flore constituent des atouts majeurs pour son propre développement. Donc, nous devons mettre l'accent sur la formation du capital humain pour que les investisseurs américains, les investisseurs européens, au lieu d'aller délocaliser leur investissement, leur industrie en Asie, l'Asie qui est un continent où il n'y a pas assez de ressources naturelles. Donc il y a une adaptation pour l'Afrique. Tout à fait. Voilà. Donc, au lieu d'aller délocaliser leur investissement en Asie, ces investisseurs vont venir, une fois que nous avons un capital humain bien formé, qui répond aux besoins de la mondialisation et aux besoins de développement de l'Afrique, ces gens-là vont venir investir chez nous. Bien. Est-ce que vous comprenez? Je comprends très bien. On va évoluer, mon cher Moïse, allez-y. Oui, moi ce que je veux comprendre, c'est que souvent on dit que la démocratie telle que nous la pratiquons, c'est une denrée importée de l'Occident, donc qui n'est pas adaptée aux réalités de l'Afrique. Est-ce que si je vous ai bien compris, parce qu'il faut dire que je me suis senti un peu dans une sorte de labyrinthe lorsque vous développiez les théories économiques, je m'en suis pas... vraiment, je n'ai pas compris assez de rayons. Est-ce que vous voulez dire que vous avez inventé un modèle économique qui soit adapté aux réalités de l'Afrique? Justement, les critères de crise, par exemple, parce qu'ils posent posent la question. Donc, mettant l'accent sur le capital humain, lorsque nous allons développer ça, la crise a la possibilité de se développer et voire même rattraper les pays développés. Cette notion a été développée en 1961 par Robert Solo et Denison, qui ont posé le problème du capital humain et la question de rattrapage. En 1960, ces gens-là ont dit que c'est possible que les pays pauvres rattrapent les pays riches, mais à condition que ces pays mettent l'accent sur la formation. Est-ce qu'ils ont pensé au fait qu'on ne maîtrise pas l'eau, on ne maîtrise pas l'électricité, qui sont des facteurs inhérents au développement? Parce que vous prenez l'exemple de d'autres pays où ces grandes firmes sont installées comme l'Inde, la Chine, où la main-d'œuvre coûte cher, mais ces pays ont d'abord maîtrisé ces éléments importants. Au moment où cette question avait été posée, la Chine avait à peu près le même niveau de développement que l'Afrique. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la théorie est vérifiée dans la mesure où la Chine se trouve aujourd'hui parmi les puissances. Est-ce que vous comprenez? Donc,
pratiquement, nous devons mettre l'accent sur le capital humain. Et c'est ce qui est développé. Les grandes gueules. Bien. Et quand vous prenez la structure des entreprises chinoises, vous allez constater qu'il y a une utilisation intensive de la main-d'œuvre. Ce qui fait que ces entreprises sont aujourd'hui concurrentielles sur tous les marchés du monde. Au lieu de creuser les trous avec une machine qui utilise le pétrole coûte cher, on essaie d'utiliser une main-d'œuvre qualifiée, abondante et docile. Voilà, ça nous reste que 3 minutes. Allez-y, madame Yelo. Donc, en bref, pourquoi nous sommes en retard? Parce qu'il y a manque de formation chez nous, parce qu'il y a un sous-emploi. Ce sous-emploi, c'est quoi? Aujourd'hui, lorsque vous prenez les agriculteurs en Afrique, l'essentiel de la population est consacré à l'agriculture, mais n'arrive pas à satisfaire l'autosuffisance et la sécurité alimentaire chez nous. Dernière question. Pourquoi? Parce que c'est des non qualifiés. On n'a que 3 minutes. Quand vous prenez le secteur mécanique, un mécanicien aujourd'hui, quand vous partez dans un garage, vous allez trouver que le mécanicien qui est là n'a aucun diplôme, aucune formation en mécanique. Vous prenez la classe politique. Je prends l'exemple sur la Guinée. Au niveau de la classe politique, il n'y a que le professeur Alpha Condé et l'honorable Jean-Marie qui ont un diplôme en politique, en sciences politiques. Tous les autres sont venus. Les grandes gueules. Donc, quand vous prenez. Barack Obama n'a pas un diplôme. Quand vous prenez. Il est le président le quand plus vous fort, prenez, si on peut le dire. Non. Je parle de l'activité économique en général. Mais j'ai pris l'exemple sur la classe politique. Donc, ça veut dire qu'il y a un sous-emploi. Même quand je prends l'exemple sur vous ici, combien d'entre vous ont un diplôme en journalisme? Vous n'êtes pas nombreux quand même. Moi, je voulais poser la question à Dr. Voilà, comment voulez-vous? Quand vous prenez les États-Unis, aux États-Unis, 5% de la population, c'est les grandes gueules. Et qui arrivent à satisfaire les besoins de la population, ensuite exporter le reste. Pourquoi? Parce que c'est de l'agriculture moderne. C'est de l'agriculture qui est effectuée de façon scientifique. Voilà, vous avez expliqué pas mal de raisons qui empêchent l'Afrique de se développer, mais il y a un aspect que vous avez oublié qui n'existe pas ailleurs où les gens se sont développés. C'est la dilapidation des deniers publics. Vous n'en avez pas parlé. La dilapidation des deniers publics. C'est une réalité en Afrique. Oui, la dilapidation, vous savez, ce n'est pas le secteur public. Le secteur public est un agent parmi les 5 gros agents macroéconomiques. Donc l'État est un agent, les ménages, les institutions financières, les entreprises, etc. Voilà. Tout ça, c'est l'ensemble là qui fait le développement. Le développement n'est pas un fait de Dieu. Bien, le développement docteur, est le résultat du travail de l'homme, le travail physique et intellectuel de l'homme. Le développement est fait par et pour l'homme. Bien. Docteur Abdoulaye qui est notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Ben voilà, très énervé ce matin, il n'y a pas de problème. On va essayer de continuer, Ahmed. Oui ou non, vous avez la possibilité évidemment de noter un docteur ce matin par rapport à sa prestation dans ce studio, Ahmed Kamara. Oui ou non? Alors, monsieur Keita, oui ou non, si on vous avait laissé continuer au niveau de EDG, la performance d'EDG serait plus que ce qu'on a aujourd'hui? Oui. Oui. Moussa Moïsila. Bon, moi je vois. Oui ou non? Ok. Oui ou non? Oui ou non, docteur Keita, votre porte n'est pas fermée. Vous êtes toujours disponible à aider ce pays. Oui. Voilà. Alors. Oui ou non, docteur Keita, le manque de résultats pendant votre gestion est dû à un manque de compétences? Non. Il n'y a pas eu de manque de résultats. Oui ou non, docteur Keita, quand parfois le professeur Alpha Condé dit qu'il a été trompé, vous avez quelquefois un boum au cœur? Je n'ai pas de commentaire par rapport à ce que les autres disent. Ah ben non, on parle du président quand même. Là. On parle du président qui dit qu'il a été trompé. Vous étiez un de ces hommes. S'il vous plaît, demandez au président qui lui a trompé. Moi, je l'accompagne depuis 30 ans, je suis avec lui et je serai toujours avec lui, mon frère. Voilà. Oui ou non, ces 2 ouvrages constituent pour vous un tremplin pour un retour en grâce? Non, je ne pense pas que j'ai été disgracié. Alors, oui ou non? Allez-y. Oui ou non, le président ne vous a pas compris? Le président m'a très bien compris. C'est l'entourage? Le président m'a très bien compris. Et il sait tout ce qui s'est passé. Mais pourquoi
et il a apprécié ma gestion. Voilà. Bah, il a apprécié ma gestion. Alors, oui ou non, il a regretté son acte? Ça, c'est lui qui doit répondre à ça. Non. Si vous avez eu un entretien avec lui... Je ne peux pas répondre à sa place. Non, vous avez eu un entretien avec lui. Non. Vous avez dit qu'il vous J'ai dit, c'est lui qui doit répondre à ça. Je ne peux pas parler à sa place. Allez-y. Oui ou non, vous êtes aussi artisan du Nkokao? Oui. Un cacao bien dosé. Allez-y, Jacques. Oui ou non, ces ouvrages n'apportent pas assez de nouveaux? Non, les ouvrages apportent beaucoup de nouveaux. Bon. Oui ou non, votre premier ouvrage sur la politique énergétique a coûté 300 millions de francs? Non. Voilà. Allez, Madame Yoro, oui dernière ou non, question. vous parvenez aujourd'hui en tant qu'auteur à vivre de vos ouvrages? Je ne vis pas de mes ouvrages. Je suis toujours travailleur à l'EDG. Ok. J'ai été recruté à l'EDG lorsque les Canadiens étaient là. C'est les Canadiens qui ont organisé un test. J'ai fait le test, je suis rentré en 1996. Ça change quoi finalement à la fin du compte? Coordinateur, vous retrouvez aujourd'hui simple travailleur. Ouais, simple travailleur. Oui, parce que j'ai été simple travailleur avant d'être coordinateur. Voilà, donc c'est facile. Et je ne me reproche de rien. Est-ce que vous partez au bureau? Tous les jours. Voilà. Personne d'entre vous n'a été au bureau pour me demander. C'est vrai. Si moi j'étais au bureau. Oui ou non, oui. Voilà, je suis toujours au bureau. Djibril a certainement été. Oui ou non, là, avec l'arrivée de Veolia, EDG risque de changer de visage, en tout cas en termes de moi-même, je suis un produit de la mondialisation. Vous appréciez Veolia? J'apprécie Veolia parce que je suis un produit de la... Moi, si vous regardez, parmi mes nombreux diplômes, c'est un seul diplôme que j'ai ici. Les autres, c'est à l'extérieur. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Des échanges d'expérience, de compétences. Hein? C'est une bonne chose. C'est pas une insulte pour nous autres? Non, c'est pas une insulte. Non, les nationaux, incapables de gérer. C'est pas une insulte. Oui. Avant Veolia, Hydro-Québec était là. Voilà. C'est des cas qu'on a connus avant. Donc c'est pas une insulte, mais ça permet d'améliorer. Chaque parti peut tirer profit de ça. Parce que ici, les cadres sur place ont l'avantage de la connaissance du terrain. Les autres ont l'avantage de la maîtrise de la technique et de la technologie. Les deux mélangés, ça peut donner, ça peut améliorer les performances de l'entreprise, mais aussi chaque parti peut gagner. Est-ce que Viola est dans son domaine là, en termes d'électricité? Bon, pas une activité principale. Voilà. Pourquoi on fait appel à une société qui n'a pas comme activité principale la gestion électrique? On lui donne une société comme EDG qui je ne peux pas répondre, s'il te plaît, je ne peux pas répondre à cette question parce que ce n'est pas moi qui les ai envoyés ici. D'accord. Merci beaucoup, docteur, en tout cas d'être passé chez les GG ce matin. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà, on va marquer une pause. On va revenir évidemment à 11h avec ces femmes. Madame Jeanne Lama, notre deuxième invitée ce matin. Une pause de 15 minutes et on revient. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.